Un matin, au réveil, on remarque un changement subtil mais profond dans la perception cognitive. L'esprit semble plus vif, comme si les contours de la réalité étaient devenus plus clairs. L'énergie, auparavant soumise à de brusques oscillations, est désormais stable, presque ininterrompue, comme si un mécanisme interne avait été réajusté. Depuis des décennies, il est admis que les glucides constituent la base énergétique de l'organisme, le carburant essentiel au fonctionnement quotidien. Son absence devrait donc entraîner un effondrement physiologique. Après tout, le cerveau dépend du glucose et les muscles du glycogène. Sans ces éléments, le corps fonctionnerait dans un état de privation. C'est du moins le discours dominant. Pourtant, sous la surface, un processus extraordinaire se déroule, l'organisme ne fait pas faillite, il change simplement son mode de fonctionnement. La plupart des individus abandonnent avant que la transformation ne soit terminée. Les premiers jours représentent un véritable champ de bataille biologique. Les cellules, habituées à un apport constant de glucose, entrent en état d'alerte, incapables de localiser leur source d'énergie habituelle. Durant cette période d'adaptation, environ 90% des individus abandonnent le processus, interprétant les symptômes comme un signe d'échec ou d'anomalie. En réalité, il s'agit d'une réactivation d'un code ancestral, enregistré dans l'ADN humain depuis des millions d'années. L'idée selon laquelle le corps a besoin de glucides toutes les quelques heures est une construction moderne. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'évolution, les humains n'ont pas eu un accès régulier aux fruits ou aux racines féculents. Dans de nombreux cas, des jours, voire des semaines, s'écoulaient sans manger de tels aliments. Leurs corps ont cependant développé des mécanismes d'adaptation que la science contemporaine commence seulement à décrypter. La survie nécessitait cette capacité. L'aspect le plus intrigant réside dans le fait que les 72 premières heures pourraient être plus décisives que les suivantes. Si l'individu ne comprend pas la nature des effets indésirables le 3e jour, il est peu probable qu'ils atteignent le point de rupture le 7e. La tendance sera de revenir aux habitudes antérieures, en vous convainquant que le changement ne s'applique pas à vous. Il est donc essentiel d'analyser ce qui se passe à partir du moment où les glucides sont complètement éliminés, car les premières réactions s'écartent des attentes conventionnelles. La première journée se déroule sans surprise majeure, même avec une certaine aisance. La motivation est forte, les aliments transformés ont été abandonnés et la détermination semble inébranlable. Cependant, dès le 2e jour, une sensation de léthargie apparaît, comme si le corps était sous l'influence d'une substance sédative. L'esprit devient brumeux, les mouvements deviennent lourds et l'irritabilité devient plus prononcée. Le simple fait d'offrir un morceau de pain peut déclencher une réaction émotionnelle intense. Il ne s'agit pas ici de faiblesse, ni de rejet du nouveau régime. Ce qui se manifeste, c'est un syndrome de sevrage, véritable processus physiologique. Après des années, voire des décennies, le corps s'est habitué à dépendre d'un glucose rapidement absorbé, qui se décompose rapidement, inonde la circulation sanguine et provoque des pics d'insuline, générant ainsi de l'énergie immédiate. Les cellules, conditionnées selon ce schéma, ont perdu la capacité de fonctionner autrement. Ils ressemblent à des enfants gâtés, habitués aux sucreries, qui ne savent pas comment réagir aux aliments nutritifs. En arrêtant l'apport de glucides, le corps réagit avec agitation. Des études montrent que, entre 12 et 18 heures après le dernier apport en glucides, les réserves hépatiques de glycogène commencent à s'épuiser. Ce composé fonctionne comme un réservoir d'urgence, limité et dépendant des glucides pour son remplacement. Une fois épuisées, les cellules émettent des signaux de désespoir, exigeant du glucose. Mais ce qui se produit réellement, c'est une transition métabolique, le corps passe du statut de brûleur de sucre à celui de brûleur de graisse. L'analogie la plus appropriée serait celle d'un véhicule qui, tout au long de sa vie, n'a utilisé que de l'essence super et découvre soudain qu'il peut fonctionner au diesel, un carburant plus efficace et plus durable. Mais il faut d'abord purger l'ancien système. Cette période initiale, caractérisée par des symptômes pseudo-grippaux, est connue sous le nom de « grippe cétogène ». Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une phase d'adaptation. Les recherches révèlent qu'à ce stade, le foie commence à produire des corps cétoniques, des molécules dérivées de la dégradation des graisses. Le défi réside dans le fait que le cerveau n'est pas encore totalement adapté à leur utilisation comme source d'énergie. C'est comme si les neurones essayaient de communiquer dans une langue inconnue,
tandis que les cétones arrivaient dans une langue différente. Il y a un intervalle d'adaptation, une sorte de retard dans la traduction. À ce stade, beaucoup abandonnent, interprétant le malaise comme un signe de danger. En fait, ce que l'on observe est un réveil évolutif, la réactivation d'une voie métabolique endormie depuis des années, peut-être depuis la naissance. Mais entre le 5e et le 7e jour, quelque chose de remarquable se produit. Le brouillard mental se dissipe et l'individu se rend compte qu'il a franchi un seuil jusqu'alors inconnu. Au réveil le 7e jour, la sensation de faim, auparavant constante et inconfortable, disparaît. L'estomac se calme, l'esprit s'éclaircit et une énergie stable, distincte de celle fournie par les stimulants, se manifeste. Au lieu de faiblir, une surprenante vitalité émerge. L'explication réside dans le fait que le corps est entré en cétose, un état dans lequel le foie produit des cétones à sa capacité maximale, et le cerveau a appris à les utiliser efficacement. Ces molécules constituent un carburant si raffiné que de nombreux neuroscientifiques les appellent « supercarburant cérébral ». Ils génèrent moins de stress oxydatif, réduisent la formation de radicaux libres et fournissent une énergie plus stable que le glucose. La transformation la plus significative se produit cependant imperceptiblement, l'autophagie. Ce processus, dont le nom dérive du grec et signifie « se manger soi-même », peut être compris comme un système de recyclage cellulaire. Lorsque le corps cesse de recevoir un flux constant de glucose et que les niveaux d'insuline diminuent, les cellules activent des mécanismes de nettoyage interne. De petits agents voyagent à travers chaque compartiment cellulaire, démantelant les protéines endommagées, éliminant les déchets et réutilisant les composants pour construire des structures saines. Il s'agit d'un nettoyage en profondeur au cours duquel les cellules dysfonctionnelles, associées à l'inflammation, à la confusion mentale et au vieillissement prématuré, sont démantelées et éliminées. L'analogie la plus proche serait celle d'une résidence qui accumule les décombres depuis des années, avec des meubles cassés et de la poussière partout, qui reçoit soudain une équipe de nettoyage spécialisée. Au réveil, l'environnement est méconnaissable, impeccable. En 2016, le scientifique japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel pour avoir élucidé les mécanismes de l'autophagie. Sa pertinence réside dans le fait que ce processus est associé à la longévité, à la prévention du cancer et à la protection contre les maladies neurodégénératives. Il ne s'agit pas d'une théorie marginale, mais d'une découverte biologique primée, qui se produit à l'intérieur même de l'organisme. Pendant que l'autophagie fait son travail, le corps se transforme en une machine efficace pour brûler les graisses. Sans glucides disponibles, le métabolisme n'a d'autre alternative que de recourir aux réserves adipeuses, non seulement les graisses issues de l'alimentation, mais aussi les graisses accumulées au fil du temps. Années. La soi-disant graisse localisée, la graisse abdominale persistante, celle qui a résisté même après des semaines de contrôle calorique strict, commence à être métabolisée à raison de 150 à 200 grammes par jour. Il ne s'agit pas d'une simple perte de poids, mais bien d'une libération métabolique. La question qui se pose est, avez-vous essayé de passer plus d'une journée sans consommer de glucides? Le passage à un état de cétose prolongée révèle, entre le 10e et le 14e jour, un phénomène souvent décrit comme presque transcendantal. La clarté mentale s'intensifie, la concentration devient plus précise et beaucoup signalent la dissipation d'un brouillard cognitif auparavant considéré comme permanent. La science conforte ces observations, les corps cétoniques génèrent 28% d'ATP par molécule en plus par rapport au glucose, ce qui confère au cerveau une plus grande efficacité énergétique. C'est comme remplacer une connexion commutée par un réseau de fibres optiques. Il ne s'agit pas seulement d'une perte de poids, mais d'une reconfiguration métabolique au niveau mitochondrial, d'un retour aux fonctions biologiques pour lesquelles l'organisme était initialement programmé, avant l'agriculture moderne, avant l'omniprésence du sucre, avant la culture de la consommation de nourriture toutes les 3 heures. Cependant, les bienfaits ne se limitent pas à la combustion des graisses et à l'acuité mentale. Dès la 3e semaine, des effets secondaires inattendus apparaissent, même pour la communauté scientifique. La peau acquiert un aspect plus uniforme, avec une réduction de l'inflammation et du gras, un éclat que beaucoup n'ont pas vu depuis leur jeunesse. L'explication réside dans la relation entre la production d'insuline et de sébum. Sans les pics glycémiques résultant de la consommation de glucides, la peau n'est plus constamment agressée par des processus inflammatoires internes. Le résultat est une apparence plus saine sans avoir recours à des interventions topiques coûteuses.
Dans le même temps, la qualité du sommeil s'améliore considérablement. Le temps de latence pour l'endormissement diminue, les réveils nocturnes deviennent moins fréquents et la sensation de repos au réveil est rétablie. Des études montrent que la stabilité glycémique pendant la nuit réduit les pics de cortisol, éliminant les réveils à 3 heures du matin, lorsque le corps, préalablement conditionné aux fluctuations soudaines du glucose, réagit comme s'il était en état d'alerte. L'anxiété, à son tour, a tendance à s'atténuer. Ce que beaucoup attribuent à des facteurs psychologiques ou génétiques s'avère être en grande partie une conséquence des montagnes russes métaboliques imposées par une consommation excessive de glucides. La stabilité glycémique régule non seulement la faim, mais module également l'humeur, l'irritabilité et la capacité à faire face à des situations stressantes. Un autre aspect souvent négligé est la réduction significative des marqueurs inflammatoires. La recherche indique que les personnes atteintes de cétose connaissent une diminution significative des niveaux de protéines C-réactives, un indicateur clé de l'inflammation systémique. Cela se traduit par moins de douleurs articulaires, une récupération musculaire accélérée et un organisme qui ne fonctionne plus dans un état constant de défense interne. Les raideurs matinales, les articulations douloureuses et les signes d'usure physique commencent à s'atténuer, non pas grâce à des interventions pharmacologiques, mais grâce à la simple élimination d'un facteur inflammatoire chronique. Une préoccupation récurrente concerne toutefois la préservation de la masse musculaire. L'idée selon laquelle l'absence de glucides entraînerait une perte de tissu maigre est l'un des principaux obstacles à l'adoption d'un régime cétogène. Toutefois, l'organisme n'est pas un système autodestructeur. Le muscle représente un coût métabolique élevé, et l'organisme donne la priorité à son entretien autant que possible. La graisse, quant à elle, est un réservoir d'énergie destiné à être mobilisé en cas de pénurie. Lorsqu'il y a un apport adéquat en protéines environ 1 g par kilogramme de poids corporel et un stimulus physique approprié, le risque de catabolisme musculaire est minime. Des études comparatives démontrent que les individus suivant un régime cétogène maintiennent une masse maigre avec la même efficacité, voire plus, par rapport à ceux qui suivent un régime riche en glucides. De plus, la cétose augmente les niveaux d'hormones de croissance, favorisant la préservation et même l'augmentation de la masse musculaire. Quant au prétendu danger de la restriction glucidique, il est essentiel de distinguer la cétose nutritionnelle de l'acidocétose. Cette dernière est une maladie grave, réservée aux personnes atteintes de diabète incontrôlé, caractérisée par des taux dangereusement élevés de glucose et de cétone dans le sang. La cétose nutritionnelle, quant à elle, est un état métabolique naturel et contrôlé, avec des concentrations de cétone comprises entre 0,5 et 3 mmol par litre, largement étayées par la biologie évolutive. Nos ancêtres ont vécu de façon prolongée dans cet état et l'organisme humain y est parfaitement adapté. Il ne s'agit pas d'une proposition miraculeuse, mais d'une interprétation rigoureuse des données scientifiques disponibles. Pour la plupart des gens, une approche sévère de restriction ou d'élimination des glucides est non seulement sûre, mais thérapeutique. Après 30 jours d'adaptation, ce que l'on observe n'est pas un simple changement temporaire, mais une véritable reprogrammation biologique. L'expérience dépasse le cadre d'un régime expérimental, constituant une réinitialisation métabolique. L'individu prouve, dans la pratique, son indépendance par rapport aux besoins de nourriture constante, en développant sa flexibilité métabolique, la capacité de basculer efficacement entre les sources d'énergie. Cette capacité représente un avantage non négligeable dans un contexte social conçu pour perpétuer la dépendance au sucre, où la plupart des maladies chroniques modernes, obésité, diabète de type 2, Alzheimer, maladies cardiovasculaires partagent un dénominateur commun, la résistance à l'insuline. Des décennies de consommation excessive de glucides, associées à des habitudes alimentaires fragmentées et à des pics glycémiques récurrents, ont conduit l'organisme à un état d'insensibilité au signal de l'insuline. Le résultat est un paradoxe, un corps inondé de carburant mais incapable de l'utiliser correctement, comme s'il essayait de communiquer avec quelqu'un portant des écouteurs anti-bruit. En éliminant les glucides, l'organisme retrouve sa sensibilité à l'insuline, rappelant sa capacité à se développer à partir de ses propres réserves énergétiques. Il ne s'agit pas seulement d'une question esthétique ou d'ajustement des mesures, mais bien d'une récupération de la santé métabolique, de la longévité, de la fonction cognitive et de la qualité de vie au fil des années. Le brouillard cérébral, souvent attribué au stress ou au vieillissement, peut en réalité être une conséquence d'une instabilité glycémique chronique.
Les crises énergétiques de l'après-midi, auparavant interprétées comme des signes d'épuisement, s'avèrent être un appel de l'organisme à sortir du cercle vicieux des glucides. Et le surpoids, si souvent perçu comme un manque de volonté, s'avère être, par essence, un déséquilibre hormonal. La question qui s'ensuit est la suivante: la restriction glucidique doit-elle être maintenue indéfiniment? La réponse est non, et la plupart des gens n'adoptent pas cette pratique de façon permanente. Cependant, les connaissances acquises au cours de cette période sont inestimables. Nous apprenons que les glucides ne sont pas essentiels, que la faim est souvent une habitude et non une nécessité, et que le corps humain est beaucoup plus résilient et adaptable qu'on ne le pensait auparavant. Certains choisissent de réintroduire les glucides de manière stratégique, à des moments précis, comme avant une activité physique intense ou lors d'occasions sociales. D'autres, après avoir réalisé les bénéfices obtenus, préfèrent maintenir un régime alimentaire avec un apport minimal en glucides. Il n'y a pas de réponse unique, mais il existe désormais un cadre concret. L'individu commence à comprendre comment son corps réagit aux différentes sources d'énergie, étant capable de prendre des décisions éclairées, libres des contraintes de désirs incompris. Il ne faut pas oublier que la modération protège, mais l'élimination guérit. Dans certains cas, il faut aller à l'extrême pour rétablir l'équilibre. Ligne de base. Il est impératif de faire l'expérience de l'absence d'un certain élément pour saisir pleinement l'impact qu'il a sur l'existence. 30 jours écoulés marquent non seulement le passage du temps, mais reconfigurent la constitution même de l'individu. Au niveau biologique, cellulaire et cognitif, s'opère une métamorphose dont les effets, reconnus et préservés, deviennent irréversibles. Toutefois, une telle transformation ne se maintient pas d'elle-même, cela exige un choix conscient, un engagement actif envers la nouvelle réalité physiologique et mentale qui se dévoile. Si les réflexions présentées ici ont modifié la perception des glucides, un geste de réciprocité s'impose désormais. La diffusion de ces connaissances ne s'arrête pas au niveau individuel, il se développe lorsqu'il est partagé avec ceux qui luttent encore avec des paradigmes dépassés, avec ceux qui croient au caractère indispensable des glucides pour la subsistance ou avec ceux qui, bien que résistants, sont sur le point de rompre avec des schémas limitants. Le corps, dans sa sagesse intrinsèque, n'attend que le signal pour reprendre des fonctions oubliées depuis longtemps. Il reste donc à se demander, l'individu est-il prêt à se souvenir de sa vraie nature ?